il y a une réelle problématique sur laquelle on devrait parler, c'est la dépression qui touche notre génération. Alors, la dépression qui touche notre génération, moi j'aimerais bien l'aborder en 3 points. Le premier point, on va dire, ça serait, j'ai pris dans mes notes, ça serait plutôt par rapport à la liberté. On a un rapport à la liberté qui est très très contre-productif et très restrictif, donc qui du coup nous éloigne justement de notre liberté initiale. L'hyperconnexion justement qui isole, plus on a de flux, plus on a de connexion, de champs des possibles, etc., plus au final on se perd. Et le point visible des attentes. Ça, on se rend pas compte, mais on a beaucoup d'attentes, on a beaucoup de responsabilités qui, le contexte, l'environnement font que il y a une grosse lourdeur, un gros poids qui tombe sur nos épaules. Je dis no, je ne parle pas forcément de moi, mais voilà. Donc pour moi, c'est les principaux points abordés. Après, oui, tout ça, ça se cache derrière de l'humour. Les gens ressentent un vide à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a un vrai trouble identitaire. Parce qu'en vrai on se rend pas compte, mais les gens du coup se disent mais quel rôle je dois jouer, au final qui je suis, au final on sait plus trop discerner la réalité de alors ce qu'on ressent techniquement fait partie de la réalité, mais on ne dissocie plus ce qui se passe réellement vis-à-vis des autres que faire un rapport vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc ça relève aussi l'importance de se connecter à soi-même. Et au final, il y a un vrai message, une vraie finalité à aborder, en tout cas à accéder, je dirais, pour y remédier. Donc, premier point que je voulais du coup aborder, comme je l'ai indiqué, c'est par rapport justement à la liberté. Alors, la liberté, là où il y a une réelle problématique, la liberté a une réelle problématique pour notre génération. Déjà, premièrement, on est la première génération qui a eu autant accès à l'information. Et ça, on se rend pas compte, mine de rien, c'est super important. On a trop d'informations. On n'est plus au stade d'il y a 3 siècles, 2 siècles, 1 siècle même, je dirais, où l'information, fallait aller la chercher. Maintenant, l'information vient à nous de manière abondante, voire même abusive. Là où c'est contraignant vis-à-vis de la liberté, c'est que, par exemple, dans un rayon où vous voulez choisir vos chaussures, avant c'était très simple. Et on était content. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 10 paires de chaussures. Tu prenais en fonction des tailles qui restaient, tu voyais ce qu'il y a. Après, tu pouvais quand même te faire plaisir parce qu'au final, tu avais quand même un choix sur 3 ou 4 paires, tu vois. Et puis, t'étais pas dans cette restriction-là de la ressource. Dans le côté négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources. Là, on est dans une restriction de la ressource côté positif, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de ressources qu'au final, on est perdu. Voilà, l'accès à l'information, quand je dis l'accès à l'information, c'est même pas par rapport aux médias, c'est vraiment par rapport à tout. On n'a jamais eu autant de contenu associatif, de contenu politique, de contenu apolitique, de contenu de faits divers, de scolaire, d'éducatif, de religieux, etc., et comment ne pas se perdre. Et ça, malgré tout, on est la première génération qui se confronte à ça. Et qu'est-ce qu'on dit ? La meilleure école, c'est quoi ? C'est l'expérience. Évidemment, à l'échelle de l'humanité, nous, on est juste les casse-gueules, en fait, dans l'histoire, parce que autant certaines générations qui nous précèdent ont connu des problèmes sanitaires, ont connu des problèmes militaires, ont connu des problèmes géopolitiques, ont connu des problèmes quelconques. Nous, c'est un problème vraiment, j'ai envie de dire, sur le plan de la construction de soi. On a la première génération qui dispose d'autant qui accorde autant d'importance à la psychologie. Avant, la religion suffisait. Aujourd'hui, non. Il faut faire de la religion une psychologie également. Je ne dis pas que la religion ne suffit pas sur le plan de l'adoration, sur le plan de... Je parle de n'importe quelle religion, mais sur le plan sur le plan de l'aide vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres dieux que d'autres personnes, d'autres communautés peuvent croire. C'est pas ça.
c'est que là en fait on n'est même plus dans le moi vers Dieu et Dieu vers moi, mais en fait c'est que cette génération ne trouve plus, ou en tout cas ne sait plus trouver sa comment dire, son accomplissement personnel en sa foi, ou du moins lorsqu'elle en dispose d'une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un croyant lambda qui a 15 ans préfère regarder TikTok toute la journée, ou préfère parler ou divaguer. Bon, 15 ans, à la rigueur, on est encore jeune, mais je veux dire que n'importe quel jeune aujourd'hui, lorsqu'il a un problème, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, il faut que je consulte. Et c'est plus bon. Il faut que je me reconcentre sur moi. Bon, il faut que je m'applique plus dans ma foi. Je parle d'un cas croyant. Donc déjà, il y a cette substitution et cette mise de côté du rapport qu'on a à Dieu qui fait que on est perdu dans une multitude de réponses possibles, les psychologues, les livres, les ceci, les cela, les ci, cela. Alors qu'en fait, l'exemple que j'ai donné des chaussures fonctionne également pour la religion. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de chaussures, t'as pas beaucoup de choix, bah tu vas quand même en faire un et tu vas être satisfait. Voilà, avant la religion c'était pareil. Il n'y avait pas 36 milliards de choix possibles. T'avais ta religion, tu croyais, soit tu croyais pas, mais dans tous les cas t'avais pas trop le choix. Soit tu faisais le choix de choisir, soit tu faisais le choix de ne pas choisir, mais dans tous les cas tu fais un choix. Et donc de ce fait, t'as pas l'impression d'avoir raté quelque chose. T'as pas l'impression d'être allé au mauvais endroit, ni d'être allé sur le mauvais choix. Pourquoi? Parce que plus t'as de choix, bah t'as le bon, t'as le mauvais, mais t'as aussi celui où t'es incertain. Tu dis bon, est-ce que celui-ci c'était bon? Est-ce que celui-ci c'était pas bon? On sait pas trop. Donc voilà, donc ça c'est le problème des libertés, le problème des choix, le problème de l'abondance de l'information, et au final c'est le problème de la modernité, c'est l'universalisme, c'est la modernisation qui a apporté cette problématique-là. La dépression par rapport à ça, c'est que cela peut causer, c'est marrant parce que c'est à la fois le médicament, enfin c'est à la fois la maladie et le remède. C'est-à-dire que ma maladie provient du fait qu'il y ait trop de choix, trop de liberté, peu importe les domaines, encore une fois, hein, que ce soit de la spiritualité au travail, peu importe. Cette multitude-là des champs des possibles qui de par nous-mêmes, nous déstabilise du coup dans notre choix parce qu'on en a trop. Et à la fois notre médicament, pourquoi? Parce que justement, j'ai tellement de choix qu'en fait normalement je suis censé logiquement trouver mon accomplissement, ma satisfaction et ma guérison, ma rédemption en ces choix-là et en ces champs possibles qui me sont permis. Donc normalement je dois être satisfait. C'est paradoxal, c'est que moins j'ai de choix, moins j'ai de chances d'être malade, mais par contre moins j'ai de remèdes. Mais plus j'ai de choix, plus j'ai de chances d'être malade, mais plus j'ai de chances d'être guéri. Là est la réelle problématique, et là est le rapport qu'a la dépression avec notre génération dans un environnement d'universalisme, j'avais envie de dire exagéré sur tous les plans, d'universalisme vraiment beaucoup trop appuyé. Voilà. Donc maintenant, deuxième point, désolé je prends mes notes parce que j'ai pas le cerveau d'Einstein, mais par rapport à voilà l'hyperconnexion, au final ça rejoint un peu le premier point. Pourquoi? Parce que dans le premier point, on a le champ des possibles, l'universalisme, comme j'en ai parlé, enfin le surplus de choix, le surplus d'informations. Mais en fait, l'hyperconnexion, ça rejoint ça également. Pourquoi? L'hyperconnexion, c'est avoir une stimulation, une surstimulation du rapport aux autres. Je m'explique. Les réseaux sociaux, tout simplement, les réseaux sociaux. Avant, je veux voir quelqu'un, je sors dehors, il y a des centres-villes, il y a des machins. Pourquoi on parle de centre-ville? Le terme centre-ville, il vient d'où? Est-ce que sincèrement, si aujourd'hui des villes devaient être créées et qu'on n'a jamais créé de ville auparavant, admettons qu'on crée la première ville en 2025 dans l'environnement et dans le contexte actuel social dans lequel nous vivons, est-ce qu'on parlerait de centre-ville? Non. Non. Jamais on parlerait de centre-ville. Pourquoi on parlerait pas de centre-ville? Parce qu'à la base, un centre-ville, du moins la définition que j'en donne, c'est, comme son nom indique, un centre. Un centre, c'est là où il y a le tout, là où il y a la concentration, centre-concentration, là où il y a vraiment une importance.
La ville, c'est quoi? C'est un rassemblement de gens. C'est un rassemblement de commerce, un rassemblement de machin. Mais toutes ces entreprises, ces choses-là, à la fin, derrière, il y a des personnes, il y a des gens. Donc il y a un contact social. Un centre-ville, c'est l'importance des gens. C'est l'importance de la relation. Parce qu'une ville, en fait, c'est juste des individus qui sont mis en relation. Moins il y a d'individus, plus on passe à un village. Et quand il n'y a pas d'autres individus, on vit tout seul. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on crée une ville, jamais on parlera de centre-ville. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne n'a besoin d'avoir de centre-ville sur le plan de la relation sociale. Personne n'a besoin d'avoir une importance, une concentration de personnes sur le plan physique pour avoir des relations sociales, puisque depuis son lit, là où il est physiquement tout seul, là où il est physiquement isolé, il a accès à ces relations sociales qui, du coup, sont stimulatives, entre guillemets, si le mot existe, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment de la surstimulation. Pourquoi? Est-ce qu'en tant qu'humain, on a la capacité de parler avec une rangée de 50 personnes face à nous? Non. Pourtant, les réseaux sociaux nous permettent. Donc, désolé, là, je viens de reprendre. Donc, petite coupure juste parce que je suis allé faire quelque chose. Du coup, je reprends par rapport à l'hyperconnexion. Donc, voilà, le fait, donc je parlais des villes, des centres-villes, etc. Donc, je reprends. L'humain, du coup, aujourd'hui n'a plus de réel besoin en tout cas, d'avoir des relations physiques. Parce que depuis son téléphone, comme je l'avais dit, depuis son lit, il arrive à avoir beaucoup de relations. Et le problème, c'est qu'il n'est pas apte. Donc, j'ai donné l'exemple des 50 personnes. Il n'est pas apte, de par sa nature, à pouvoir discuter, à pouvoir être connecté avec 50 personnes en même temps. C'est pas possible. Aujourd'hui, les applications nous le permettent. Donc c'est pour ça que j'ai cette idée et j'aborde l'idée et j'admets l'idée de surstimulation. Toujours dans l'hyperconnexion, il y a un autre réel problème, c'est que l'hyperconnexion contribue au premier point que j'ai abordé par rapport à l'universalisme. L'universalisme des choses, de tout et n'importe quoi. Notamment au niveau de l'information, parce que avant, lorsqu'il y avait par exemple des guerres, ou lorsqu'il y avait par exemple des maladies, ou lorsque par exemple il y avait des choses quelconques qui sont néfastes et négatives pour l'esprit et négatives pour soi, pour son humeur en tout cas, et il fallait que l'information voyage. Et donc lorsqu'il y avait la peste par exemple à Marseille au Moyen-Âge, là où je ne sais plus quand exactement, j'ai plus de date, je suis pas historien moi, nous devons bien admettre que l'information a dû circuler pendant d'abord un an ou deux pour arriver en Afrique du Sud et peut-être 3 ans, 4 pour arriver en Chine. Ce que je veux dire, le problème c'est que Marseille est un grand port et un très grand port c'est les Grecs qui ont construit Marseille. Donc l'exemple n'est pas très très bien donné dans le sens où Marseille c'est littéralement là où l'information devait passer le plus rapidement pour l'époque. Ce que je veux dire c'est que avant, quand tu vivais en tribu, quand tu vivais en village, en petite ville, et sans accès à l'information de manière abondante, ton humeur n'était pas constamment impactée. Aujourd'hui, tu rentres du travail, tu allumes la télé, guerre, problème politique, tu éteins la télé. Tu vas sur ta tablette ou dans ta chambre, tu allumes ton PC, tu vas regarder un film, que des films avec toujours des enjeux très stressants. C'est comme ça les films aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de films, il n'y a plus de médias où on savoure. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il faut les connaître. Et c'est là où il y a une vraie distinction entre ceux qui font le choix de choisir, ceux qui font le choix de ne pas choisir. C'est qu'à un moment donné, tu décides sur les informations que tu reçois. Et ça, après, à la rigueur, je suis en train de faire les premiers... Donc là, c'est une sorte de préambule par rapport aux guérisons. Mais laissons ça de côté. Là où il y a vraiment une problématique... encore une fois, c'est vraiment le fait qu'il y ait l'hyperconnexion, donc beaucoup trop de monde, ce qui fait qu'il y a une information qui transite plus rapidement, et cette hyperconnexion là, elle contribue à cette surabondance d'informations qui fait qu'au final, on est complètement submergé par les mauvaises infos. Parce que autant être submergé par les bonnes infos, c'est la merde. Mais c'est une bonne merde, j'ai envie de dire. Être submergé par des mauvaises informations, c'est la merde, mais c'est une mauvaise merde. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça l'équation à prendre en compte. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette hyperconnexion, le fait que cette planète multiculturelle qu'on a aujourd'hui contribue à cela. Lorsqu'à Paris, tout le monde parle
et des problèmes africains, et des problèmes américains, et des problèmes asiatiques, et des problèmes ceci, et des problèmes arabes, et des problèmes ceci, et des problèmes cela, etc., 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 etc. Avant, les blancs ne parlaient que des problèmes de blancs. Les arabes ne parlaient que des problèmes d'arabes. Et les noirs ne parlaient que de problèmes de noirs. Et ainsi, chaque communauté avec ses problèmes. Et déjà, il se concentrait sur ses problèmes à lui pour régler ses problèmes à lui et se satisfaire lui. Après, il va voir ailleurs. Après, il va essayer je dis pas que l'égoïsme est la solution. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir un ordre de priorité. Qu'aujourd'hui, on a perdu. Un ordre de priorité. Pourquoi ? Parce qu'on a trop d'informations et on ne sait plus s'organiser sur qu'est-ce que je dois prioriser, sur quoi est-ce que je dois miser, quelle est ma relation avec moi-même et en quoi dois-je commencer pour me construire de manière stable. J'ai trop d'éléments pour me construire. Par où je commence ? Je passe par une éducation spirituelle, ou bien je me concentre sur mon CAP, ou bien faut que je m'intéresse à la politique pour savoir les choix que je fais aujourd'hui, est-ce qu'ils seront en adéquation avec ce qui va se faire dans 10 ans ou les projections dans 10 ans. Est-ce que économiquement je dois commencer à me construire? Est-ce que familialement peut-être que je dois trop de sujets. Et ces problèmes-là en plus sont davantage accrus pour les hommes que pour les femmes. Mais bon, ça j'y viens après. Donc la dépression, on a parlé d'universalisme d'information, donc de surplus d'information. On a parlé d'hyperconnexion, donc le fait qu'il y ait c'est un peu un sous-titre de la surinformation, des libertés, etc., du champ trop des possibles. Mais l'hyperconnexion, pour moi, c'est aussi un point 2 quand même, parce que tu peux avoir de la surabondance sans hyperconnexion. Encore une fois, la preuve des réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir des milliers d'amis tout en étant chez toi. En fait, au final, tu t'isoles en voulant t'épanouir socialement. C'est une dinguerie de dire ça. Aujourd'hui, en 2025, on s'épanouit plus socialement dans l'isolement. Les influenceurs là qu'on voit toute la journée qui ont des millions de followers, je vous jure, vous les mettez dans une classe avec un autre influenceur, chacun, un influenceur beauté, un influenceur muscu, un influenceur informatique, un influenceur géopolitique, un influenceur de religion, voilà, tous. Il n'y en a pas un qui va parler à l'autre, il n'y en a pas un qui va oser de l'autre. Ça dépend des personnalités. Je dis pas que c'est incompatible. Je dis pas que c'est incompatible dans leur domaine, dans leur matière. Je dis que c'est incompatible dans l'essence même de ce qu'ils vendent, dans l'essence même de ce qu'ils sont. Un influenceur, par définition, il influence. C'est un moyen de transition. Influencer, c'est quoi ? C'est tu as une position, tu es quelque chose aujourd'hui. Par ma fonction d'influenceur, je t'influence dans ce que tu es. Aujourd'hui, tu es quelque chose, mon influence d'aujourd'hui te fera de toi quelqu'un d'autre demain. C'est ça l'influenceur. Et donc, dans cette problématique-là, ils ne sont qu'une forme, ils ne sont pas un fond, ils ne sont qu'un moyen, ils ne sont pas de l'information en tant que telle. C'est pour ça que, quand je vous dis quand je donne l'image qu'on les met tous dans une salle ou dans une classe et qu'on voit qu'est-ce que ça donne, il n'y aura pas de réel... Il n'y aura pas quelque chose qui en sortira concrètement sur le plan du savoir, sur le plan de la relation. Voilà. Quand je dis savoir, c'est pas, encore une fois, il ne faut pas prendre les choses dans le fond. Évidemment, l'influenceur muscu, il connaît bien la muscu. Il peut faire un exposé de 3 heures sur la nutrition, les machins, etc., etc. Tout comme les autres influenceurs, sur tous les autres sujets. C'est pas dans le fond le problème, c'est dans la forme. Comment ces gens-là qui ne sont que par l'essence et par même leur définition même d'influenceur, peuvent-ils apporter quelque chose dans une relation, et peuvent-ils même établir une relation, puisque par leur fonction même d'influenceur, ils ne savent pas le faire. Un vrai influenceur, c'est quoi ? Avant le numérique, c'est quelqu'un qui est dehors dans la rue, qui tient des pancartes. C'est ça un influenceur. Bon là on me voit trop là. C'est ça un influenceur. Au final. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est ça. C'est vrai, dans les faits c'est ça. Donc, là où il y a une réelle problématique, là où il y a un vrai enjeu, j'ai envie de dire, c'est que, là je vous ai donné l'exemple d'influenceur, mais le téléphone, là, c'est du coup la porte d'entrée sur toutes les informations existantes par rapport à l'hyperconnexion. Mais l'hyperconnexion induit cet éloignement qu'on a des autres.
je vais conclure sur ça par rapport à l'hyperconnexion, parce que sinon je vais encore divaguer et tourner en rond, parce qu'au final j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Le poids des attentes, par rapport aux attentes familiales, sociales, etc. Et le problème, ouais, voilà, des constamment en retard, mais ça, à la rigueur, ça rejoint également la surinformation. Pourquoi ? Parce que de cet universalisme-là, de ce champ des possibles-là, de ces choix possibles-là, et de cette surconnexion aux autres, en fait, au final, je suis un parent, j'ai mon fils qui grandit dans ça, je vais me dire, mais en fait, mon fils à ton âge, j'avais pas tout ça, moi. Et j'avais pas tout ça. Quel parent n'a pas dit à son enfant, aujourd'hui, dans le monde moderne, fiston, à ton âge, je n'avais pas tout ça. Ou une maman. Aucun parent ne l'a pas dit. Ça, c'est des nouvelles phrases, ça. Il y a un siècle, ou il y a 2 siècles, les parents ne disaient pas ça. Surtout depuis la révolution industrielle, exactement. Parce que avoir, c'est du matériel à la base. Tu vois. Autant des parents qui disaient « Ah, tu sais, moi, j'étais pas comme ça quand j'étais petit », ça se disait, ça s'est toujours dit. Parce qu'on a toujours eu cette différence-là d'individu en individu. La phrase de « Je n'avais pas ça », pour moi, ça doit être récent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de réelle évolution technologique sur le plan, sur le plan de gouvernement, ou sur le plan de la pensée, ou sur le plan... parce que même une pensée, ça se pense. Donc ça reste du domaine de l'être, et non pas de l'avoir. On ne possède pas une pensée, on pense une pensée, on est limite une pensée. On est plus proche d'être une pensée que d'avoir une pensée. Ce que je veux dire, c'est que la phrase de « Fiston, je n'avais pas ça quand j'étais petit », c'est quelque chose de récent. C'est-à-dire, on fait quelque chose. Il y a déjà une transition dans l'éducation parentale vis-à-vis des enfants sur le plan de l'avoir, sur le plan de la possession, sur le plan du matériel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un parent peut justifier l'échec entre guillemets de son enfant en faisant un parallèle de ce qu'il le possède aujourd'hui vis-à-vis de lui lorsqu'il a réussi ce qu'il ne possédait pas. Sauf que c'est incohérent. C'est illogique. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout évolue à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Vous allez sur Google, vous écrivez fonction exponentielle, vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Là, en fait, nous, on est vraiment à la verticale. Là. De jour en jour, ça explose. Comment se tenir à jour ? Comment assumer cette évolution-là ? C'est pas possible. En tant qu'enfant, c'est pas possible. Et en tant que parent, on doit avoir cette responsabilité, cette compréhension-là, que la phrase de « je n'avais pas tout ça quand j'étais petit », il faut la mettre de côté. Il y a des contextes, on peut la sortir. Évidemment, je ne suis pas là pour l'éducation, je ne suis pas là pour apprendre aux parents à comment apprendre à leurs enfants. C'est pas ça. Je n'ai même pas d'enfants, c'est pas le sujet. Je ne sais même pas de quoi je traite, je n'ai jamais eu de gosse. Donc, encore une fois, c'est dans la forme. Par rapport aux attentes familiales. Donc, on a notre génération, nous, beaucoup de choix. La question est comment ne pas réussir vis-à-vis de ce choix-là, vis-à-vis de ces choix-là possibles. C'est des attentes familiales, mais on a aussi des attentes sociales. Les réseaux sociaux, encore une fois, l'hyperconnexion, l'accès à l'information fait que je sais qu'à Dubaï, il y a plein de gens qui vivent en Lamborghini et qui ont des grandes maisons. Pourquoi pas moi ? Évolution des standards. Point. Là, on soulève un point important. Évolution des standards. Des gens ont des standards beaucoup trop élevés par rapport à leur réalité. Les gouvernements, déjà en interne, dans leur pays, n'arrivent pas à faire de législation, n'arrivent pas à faire de loi par rapport à leur propre réalité. Des religions sont instables dans certains pays parce que leurs législations ont été faites à des moments donnés de l'histoire où les communautés et où les situations socio-culturelles ou les situations géopolitiques ont possédé un environnement spécifique et sur lesquels ont été basées ces législations même religieuses et par lesquelles aujourd'hui ces mêmes législations religieuses ne sont plus non pas adéquates, non pas adaptées, mais ne sont plus utilisées de manière correcte, ne sont pas dans la même longueur d'onde par rapport à aujourd'hui. Comment on peut appliquer quelque chose qu'il était pour une autre à une nouvelle encore ? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment moi, dans ma réalité française, dans ma réalité, j'ai pas envie de donner trop d'informations sur moi, mais dans ma réalité, sur mes données, mes informations personnelles, sur mes données de où j'habite, sur quel âge, mes origines, mes ceci, mes cela, etc., mon travail, machin, je vais me transvaser dans un rêve et dans un objectif qui n'est même pas dans ma réalité à moi.
Ça s'appelle être surréaliste. J'ai ma réalité, je vise quelque chose qui n'est pas dans ma réalité, ça s'appelle être surréaliste. Tout a un mot. Tout a un mot. Tout a une définition. La langue française est très complète. On peut même, vu aujourd'hui comment elle ne se respecte même plus, on peut même inventer des mots s'il faut. Mais tout a une définition. Une définition, c'est utiliser des mots pour en définir un. On a le choix. La langue fait tout. La pensée fait tout. C'est des sujets sur lesquels on peut divaguer des heures. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours des choses à dire. Donc, on a des attentes sociales qui ne sont plus et qui sont hors d'atteinte pour la majorité. Hors d'atteinte, pourquoi ? Alors, c'est pas que la faute des autres. Moi, en tant que génération, c'est pas que la faute de la génération et du contexte dans lequel je grandis. C'est pas que la faute de l'environnement. De dire, écoutez, j'ai eu l'accès à l'information trop tôt. Écoutez, on m'a influencé. Écoutez, on m'a imposé des standards qui, au final, je me suis rendu compte, ne sont pas ne sont pas atteignables. Et je me rends compte à 30 ans. Ok, très bien. Attends, j'ai une question. Comment est-ce que tu es arrivé à ce stade-là où toi-même tu as accepté ces standards-là ? Alors là, on se fait quelque chose d'intéressant. Un humain aujourd'hui de 20 ans qui vous dit moi j'ai envie dans 2 ans être à Dubaï en Lamborghini. Ok, très bien. Objectif réaliste ? Oui et non. Oui, sur le plan matériel, c'est possible d'être dans 2 ans à Dubaï avec une Lamborghini. Tout est possible. Il suffit qu'il soit présent au bon moment, au bon endroit, avec la bonne chance et le bon travail. Il arrive à faire ses sous et il a de la chance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réalité. Il y a ce qu'on appelle les mathématiques. Il y a ce qu'on appelle les statistiques. Il y a ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, le fait de ne pas pouvoir fuir au final et de ne pas pouvoir accélérer le processus. C'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que ce jeune homme de 20 ans, il y en a 10 000 qui disent la même chose et il y en a 10 000 qui sont dans la même situation que lui. Sur les 10 000, il y en a peut-être 10 ou 100 qui vont réussir. Les autres, ils seront juste déçus. Déçus dans des objectifs et déçus dans une initiative et déçus dans des rêves. Ça s'appelle être en dépression. Pourquoi ? Parce que t'as pas réussi ce que tu t'étais semblé être atteignable et qu'au final, tu te rends compte que même dans ce que toi, tu estimes être atteignable, tu n'as pas réussi à atteindre cette atteignabilité que tu as toi-même définie. C'est une dinguerie de se dire que moi je me lève le matin, je me dis que je suis capable de faire ça et que le soir je me rendors en sachant que je n'ai pas été capable de faire ça. C'est même pas j'ai été témoin, c'est-à-dire que je l'ai fait et d'une sorte d'une position spectateur, je me dis ah merde, j'ai pas été capable. Non, c'est que je le sais et quand je sais, j'accepte. Je dors le soir, je me dis ah ouais, j'ai pas été capable de le faire. Dépression. Comment ? Dépression. Mais dépression, il y a plusieurs définitions. Mais quand je dis dépression, c'est que cet aspect néfaste qui nous pourrit le cerveau. De se dire que j'ai pas été capable de faire ça. Ça, c'est une des facettes aussi de la dépression. C'est que les attentes familiales. Mon fils, il faut que tu fasses des longues études pour avoir un bon travail. Aujourd'hui, on sait que nos parents ont eu un travail ou 2 travaux dans leur vie. Nous, on est une génération qui aura 5, 6, 7 travaux. Facile. Qui aujourd'hui a envie d'avoir un CDI de 20 ans à 60 ans ? C'est pas possible. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. À l'avenir, les CDD prendront plus de valeur que les CDI. On a beau vendre les CDI comme de la stabilité, mais c'est plus ce que les générations veulent aujourd'hui. C'est un fait. C'est un constat. Même des pubs d'agences de recrutement le disent. J'ai vu ça sur Twitter dernièrement dans un métro parisien. Enfin bref. Là où je souhaitais mettre le point en tout cas, par rapport à ces attentes sociales, ces attentes familiales, et même j'ai envie de dire ces attentes scolaires, donc ça rejoint aussi donc, le scolaire professionnel pour moi rejoint le familial, parce que tu bosses pas l'aspect scolaire donc pour avoir l'aspect professionnel, et l'aspect professionnel tu le bosses pas dans le vent, sauf certains cas, certaines exceptions qui font l'emploi qu'ils aiment. Voilà, donc ils n'ont même pas... comment dire ? Ils ne travaillent pas pour leurs objectifs familiaux, mais leur objectif familial a fait qu'ils ont cet emploi-là. Quand on entend objectif familial, c'est assez...
Quand j'ai un travail pour un objectif familial, c'est que derrière, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de machin pour un objectif familial qui est de concevoir, qui est de construire une famille par exemple. Mais parfois, l'objectif, du coup c'est l'inverse, mon contexte familial, donc l'amour que j'ai ou l'amour qu'on m'a transmis par exemple pour un sport, l'amour qu'on m'a transmis par exemple pour une passion, etc. Donc en général, l'environnement familial a fait que j'ai eu un objectif, une passion qui s'est transformée en objectif professionnel. Donc c'est ça les deux rapports que je voulais dire. Enfin bref, le professionnel scolaire est quand même relié au familial et le familial quand même au rang social, et il y a l'identité sociale et à ce qu'on reflète sur le plan social. Parce qu'aujourd'hui l'image, encore une fois, toujours dans cette propagation de l'hyperconnexion et dans cette fenêtre de l'hyperconnexion, on a toujours besoin de se montrer aussi. Ça c'est un vrai problème. Donc là où je voulais en venir tout à l'heure et je viens de me rendre compte que j'ai pas abordé le sujet. Là par exemple le fait de vouloir se montrer. Le fait d'accepter d'être influencé. C'est quelque part, on a une fragilité. Une fragilité qui vient d'où? Alors moi, j'explique ça par une chose, la foi. Là, je m'adresse surtout aux croyants. Les gens qui sont croyants et qui se laissent influencer, dans leur influence qui, du coup, se fixent des standards qui ne sont pas les leurs et qui, du coup, sont déçus et donc une dépression. Quand je dis influencer, c'est pas forcément dans les applications. Dans cette hyper-connexion-là, je connais des milliards de gens. Très bien. Tu connais des milliers de gens autour de toi. Tu connais toute ta ville. C'est bien. Toute ta ville, est-ce que toute ta ville c'est toi? Non, c'est pas toi. Pourquoi te comparer à eux? Pourquoi? Aucune idée. Je sais pas. Parce qu'on m'a appris à comparer. On m'a dit que pour réussir, il faut comparer. Donc je compare. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit. Mais on t'a dit d'où? Qui t'a dit qu'il faut comparer pour pouvoir s'estimer? Non. Non. Compare-toi avec toi l'année dernière. Compare-toi avec toi il y a 5 ans. Là, tu vois. Et là, s'il y a un problème, t'as le choix de faire le choix ou t'as le choix de pas faire le choix. Dans tous les cas, on revient toujours à la même phrase. Et là, pourquoi est-ce que je parle quand même de foi? Le fait de se faire influencer et le fait de vouloir s'exhiber, par exemple, le fait de toujours vouloir se montrer, qu'il y a une forme d'arrogance. Et dans l'acceptation, il y a une forme de fragilité. Et ces choses-là, ce sont des choses-là qui sont combattues par la foi, par les religions monothéistes, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit les religions du livre, que ce soit le bouddhisme, que ce soit les religions mystiques, peu importe lesquelles, combattent ces choses-là et veulent faire de ces faiblesses une force. Dans ma faiblesse d'acceptation et d'être influencé, même parfois dans mon ignorance et mon aveuglement que je suis en train de me faire influencer, il faut que de par le jour où je comprends et de par le jour où je me rends compte, se rendre compte, c'est une bonne phrase ça, je me rendre compte. Rendre des comptes à quelqu'un, c'est quoi? Parce que quand je dis je me rends compte et je rendre des comptes à quelqu'un, en général, comme par hasard, c'est une définition différente, mais au final, c'est pas tant que ça. Rendre compte à quelqu'un, c'est finalement je lui monétise, je lui rends ce que je lui dois. Mais se rendre compte, parce qu'au final on doit se rendre ce qu'on se doit. On doit se payer ce qu'on s'est dû. Il y a une forme quand même de rédemption et de redevance envers soi-même. J'ai vu que pendant toutes ces années-là, j'étais pas bon. J'ai fait des conneries toutes ces années-là, j'étais à côté de la plaque. Même si j'ai pas fait de conneries, même si j'étais pas dans le négatif, mais en fait j'étais pas dans le positif non plus. Donc soit j'ai fait de la merde, soit j'étais monotone, vide, gris. Voilà, concrètement. Mais est-ce que je vais me laisser tomber en dépression? Est-ce que je vais me laisser atteindre? Non, faut pas se laisser avoir. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai enjeu, encore une fois, qui revient toujours au choix de faire le choix, au choix de ne pas faire le choix. Pour finir, par rapport au poids du coup des attentes, que ce soit des attentes familiales, des attentes sociales, la réponse pour moi se trouve quand même dans la foi. Et si elle ne se trouve pas dans la foi pour les gens qui ne sont pas croyants par exemple, elle se trouve dans la raison, dans la logique. Vous ne voulez pas croire, très bien. Déjà, c'est pas très logique de ne pas croire. Mais bon, je ne vais pas traiter de ça, c'est pas le sujet. Mais dans votre logique et dans votre raisonnement, n'est-il pas plus logique et plus élémentaire en termes de construction de soi, de d'abord se rendre compte et de d'abord se dire, et de d'abord constater. Je fais un constat. Je me dis qu'aujourd'hui j'en suis atteint. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Donc qu'est-ce que je me dois à moi-même dans ce que je me suis dû? Dans le trou que j'ai fait, qu'est-ce que je dois remplir? Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la philosophie qu'on doit adopter pour ne pas tomber en dépression. La dépression, c'est quoi? Pareil. Le mot dépression. Depuis que je suis né, depuis que je suis adolescent exactement, j'entends le mot dépression. Depuis que je suis né, j'entends le mot dépression. Et je suis sûr qu'il y a 50 ans, ce mot-là n'existait pas. Moi, j'abuse. C'est les années 70. Les années 70,
Dépression, ça s'appelle autrement. Fatigué, triste, de passage, ça va pas en ce moment. Voilà. Mais le mot dépression, on a facilité. Toujours cette espèce de facilité. On a facilité la facilité. On a facilité le fait d'accepter d'être triste, d'être fragile. Mais ça, après, le problème, c'est que ce genre de sujet, ça remonte un peu haut. Ça remonte aux élites, au machin. Pourquoi les gouvernements ont ouvert des cellules contre la dépression, offrent des séances de psychologie gratuites pour les jeunes adolescents en dépression? En fait, c'est en train de dire, oh les jeunes, vous êtes tristes, vous n'êtes pas bien, vous avez les clés pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir. Non, vous en faites pas. Vous êtes juste en dépression. C'est rien, c'est normal, tout le monde est en dépression. C'est normal de gâcher sa vie parce que c'est pas votre faute, parce que vous étiez en dépression. C'est ça. Mais je sais, vous avez perdu vos parents, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez eu des épreuves dans votre vie, Ok, très bien. Il y a 8 milliards d'êtres humains, oui c'est vrai, je pourrais vous dire que au final vous n'êtes pas les seuls et que vous avez toutes les clés en main, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan scolaire, je sais les jeunes. Mais c'est pas votre faute, vous êtes en dépression. Venez voir maman État, maman gouvernement. J'ai plein de médecins pour vous. Faites des séances, hein. Et après je vais vous foutre plein de médocs. Vous savez, antidépresseurs. Logique, hein. Parce que c'est comme ça, c'est la logique des choses. Est-ce qu'on est tombé aussi bas que ça? Est-ce qu'on est tombé aussi bas que ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est compliqué tout de même parce que il y a une forme de idéologique des lobbies élitistes, des gens qui contrôlent tout ça, de rendre malade l'humain, non pas en lui apportant parce qu'une maladie c'est quoi? C'est une bactérie ou un virus, mais en général une bactérie ou un virus ça vient de l'extérieur. Là on rend malade de l'intérieur. Vous êtes triste de passage, très bien, mais c'est normal. On admet. Donc en fait, on facilite la facilité que vous avez choisie de pouvoir vous dire bon, allez, je m'en fous, je suis en dépression, c'est tout. Et puis voilà. Des gens passent des journées entières à pleurer sur leur lit. Vous êtes triste? Ok, très bien. Mais pourquoi pendant ces journées-là, vous êtes sur TikTok? Je comprends pas. Vous êtes assez en dépression pour ne pas aller travailler. Vous êtes assez en dépression pour ne pas lire. Assez en dépression pour ne pas évoluer socialement ni professionnellement. Mais par contre, vous n'êtes pas assez en dépression pour consulter les réseaux sociaux toute la journée. Il n'y a pas une erreur là? Vous n'êtes pas assez en dépression toute la journée. Vous n'êtes pas assez en dépression pour ne pas manger. Il y a une erreur. Donc du coup, pour conclure, finalement, quand j'ai encore une coupure, pour conclure par rapport à justement cette facilité de choisir la dépression qui est une facilité, j'ai envie de dire, je dis pas que les gens qui sont en dépression mentent ou font semblant. C'est qu'en fait, on les a amenés, c'est un peu comme le placebo, mais à l'envers. C'est une simulation semblant illusionniste, illusionnaire, illusionniste, je sais pas, un des deux. En tout cas, un semblant, donc une illusion de guérison. Là, c'est à l'envers. Là, c'est une illusion de mal-être. La dépression n'existe pas. On se rend dépressif parce qu'on se dit qu'on est dépressif, mais au final, on ne l'est pas. On aura beau connaître tous les malheurs de la vie. Au pire des cas, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le pire? C'est la mort? Non, c'est pas la mort, c'est la souffrance. Tu veux mourir, toi? Ah non, je suis en dépression, mais je vais pas mourir. Bah alors pourquoi tu souffres? Qui est pire même que mourir? Remets en question. Tu ne veux pas mourir. Ce stade déjà, tu ne veux pas l'atteindre, et toi, tu vas atteindre la souffrance. Pourquoi faire? Ah, mais là, il y a des gens qui se suicident, mais c'est un autre sujet. Est-ce que atteindre le suicide, c'est une sorte de solution par rapport à la dépression? Alors, je mets pas cet aspect-là de côté, parce que oui et non. C'est un autre débat, c'est un autre sujet, qui a été exploité également. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, moi j'aimerais bien aborder le vide intérieur, voilà, un mal existentiel. Alors, beaucoup ne souffrent pas d'un événement précis, mais d'un manque de sens. Mais en fait, ça rejoint également le troisième point qu'on a abordé, justement par rapport à le poids justement de ces attentes-là. Et quand je parle d'être dans un manque de foi, un manque d'affront, un manque de capacité à réagir, à dire non, et de courage, donc de foi, encore une fois, bah, le fait d'être dans un manque de sens,
c'est que derrière, on a quand même accepté d'être dans un manque de sens. Moi, si je fais une vidéo comme ça me coûte quoi? Ça me coûte du temps. Donc, c'est-à-dire, ça me coûte du temps, c'est que j'ai envie de le faire. C'est-à-dire, j'estime que faire cette vidéo vaut plus que si je faisais autre chose de mon temps là. Alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je trouve qu'à cet instant-là, il ne m'est pas plus valeureux, il n'est même pas plus cher pour moi que de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un intérêt personnel, qu'il est que j'avance derrière et que finalement, en fait, ça me donne du sens. Mais, c'est parce que derrière, il y a une quête quand même. Quelqu'un qui n'a pas de sens. Alors, on revient à l'acceptation et le choix de faire le choix, je ne veux pas faire le choix. Si je dis que j'ai pas de sens, très bien. Ce n'est pas un problème d'être triste. Ce n'est pas un problème d'être perdu. Ce n'est pas un problème d'être pas bien dans sa peau. C'est pas ça. On peut être aidé, on peut être accompagné. Le problème, c'est de l'accepter de manière définitive. Le problème, c'est de l'accepter, ne serait-ce même de manière temporaire, sans même l'avoir remis en question. Se remettre en question. Remettre en question. On peut régir se mettre en question. On dit souvent se remettre en question. C'est-à-dire que par principe, on s'est déjà mis en question. Ah ah! Et ça, on le sait pas. Pourquoi? Parce que la première étape en général, c'est quoi? C'est bon, allez, il faut que je me remette en question. Si il faut que je me remette en question, c'est-à-dire que la première réflexion introspective, c'est quand je me remets en question. La première fois que je me pose la question de moi-même, c'est quand je me remets la question, qui du coup est la deuxième fois où je me mets en question. Mais ça veut dire que la première fois où je me mets en question, c'était quand? Ah, je me suis déjà mis en question avant même de... j'ai déjà accepté ma mise en question avant même d'en avoir pris conscience. Parce que je me remets en question pour la première fois. Je pense moi-même lorsque je me remets en question. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu. Il y a plein de choses comme ça à lire dans les mots, c'est fascinant. Se remettre en question, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est se mettre en question. Dès le début, stable. Voilà, je pose ma première pierre à l'édifice, je me mets en question. Il n'est pas question de se remettre en question. Qui a inventé cette expression-là? Le symbolisme aussi, c'est quelque chose de très intéressant, mais c'est un autre sujet encore. Beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, beaucoup de marques, beaucoup de phrases, beaucoup de slogans, beaucoup de devises, etc. Il y a énormément de symbolisme. Se remettre en question. Non, je me mets en question. J'ai eu un problème. Il faut que je me mette en question. Parce que c'est de par ce problème qui est ma cause, il doit y avoir une causalité de mise en question pour pouvoir comprendre, appréhender cette problématique-là pour en trouver une solution. Je ne vais même pas me remettre en question. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'aurais admis quelque chose, j'aurais déjà accepté quelque chose. Or, ça, c'est pas le cas, et donc je me trompe dans ma phrase de remet en question, et du coup, ça devrait être mettre en question. Ou bien, j'accepte que je me remets en question, et donc j'accepte le fait que je me suis déjà mis en question, mais ce n'était pas de mon ressort. Et là, il y a un problème. Si quelqu'un d'autre se met en question à votre place, ou en tout cas, si quelqu'un d'autre vous a mis en question sans même que vous le sachiez, c'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas le seul à avoir la main sur vous-même, sur votre propre question que vous êtes, sur ce que vous faites. En ce moment, j'écris un ouvrage, et j'ai écrit « Je suis avant d'avoir, et je sais... » Alors... Non, excusez-moi. Je suis avant d'avoir, et je vois avant de savoir. C'est vraiment la même chose. Parce que quand je suis, je peux être sans avoir. Par contre, je ne peux pas avoir sans être. J'ai une existence, je pense mon existence, j'ai une pensée, je pense ma pensée. Exister, c'est être, quoi. Voilà. On ne peut pas avoir une existence, par contre on peut être existant. Donc, dans ma pensée d'être, je peux avoir des choses. Mais dans le fait de posséder, je ne peux pas être. On est tombé dans ça. Aujourd'hui, on est parce qu'on possède. Mais vous êtes qui, vous? Vous y méprenez, monsieur. Vous parlez à cher, non, j'ai 2 maisons, je suis le premier enfant, et j'ai la première fortune de... Non. J'ai demandé qui t'es. J'ai pas demandé qu'est-ce que t'as. J'ai demandé qui t'es. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est pas ce que tu as. Tu n'es pas parce que tu es. Tu n'es pas parce que tu as, pardon, autant pour moi. C'est pas ça. Tu es déjà parce que tu es. Pareil, pour voir et savoir. C'est-à-dire quoi, voir? J'ai une information, je la vois. Mais pour la savoir, je dois d'abord l'avoir vue.
Si je n'ai pas vu quelque chose, je ne peux pas la savoir. Vu, c'est sur le plan physique, parce qu'on a construit cette étymologie du mot par rapport au premier concept et les principaux et les sens élémentaires. C'est le fait de voir. Je vois que j'ai mon téléphone, donc je sais que j'ai mon téléphone. Mais si je ne l'aurais pas vu, je ne le saurais pas. Évidemment, voir, donc, voir, c'est la transmission de l'information. Si je pourrais sortir une phrase pour conclure ça, je dirais... par exemple, on peut dire je vois ce que tu es et donc je sais ce que tu as. Voilà, donc je vois ce que tu es, mais et de par cela, du coup, je sais ce que tu as. Parce que si je ne voyais pas, je ne saurais pas ce que tu es. Voilà. Et en sachant ce que tu es, du coup, je peux savoir aussi ce que tu as. Mais le premier geste, c'est le voir. Et pour voir, il faut être, parce qu'on ne peut pas voir sans être. Ce qui fait que pour savoir ce que tu as, et pour savoir ce que tu es, je dois d'abord voir, et je dois d'abord te voir, et pour te voir, je dois d'abord être. Je ne peux pas estimer ton existence, je ne peux pas estimer toi, je ne peux pas t'estimer, je ne peux pas te prendre en compte, je ne peux pas te comment te dire, je ne peux pas te prendre en compte. Ah, bonne phrase aussi, prendre en compte. Je ne peux pas te prendre en compte. Prendre en compte, c'est compter, c'est du chiffrage. Donc je ne peux pas prendre ta valeur, prendre en compte ta valeur. Je ne peux pas savoir qui tu es tant que je n'ai pour savoir. Donc il faut que je vois qui tu es d'abord. Et donc je sais qui tu es seulement lorsque je suis, parce que je n'aurais pas pu te voir si je n'étais pas. Dans cette philosophie-là, d'altruisme dans notre égocentrisme, j'ai envie de dire, c'est que il y a une priorisation, c'est-à-dire que je me priorise d'abord avant toi, parce que déjà physiquement, pour que je te connaisse, pour que je sache qui tu es, je dois d'abord être, parce que sinon je pourrais pas te voir. Donc je reviens à la phrase. Et donc dans cette même logique là, comme je l'ai dit, il y a une sorte de priorité physique déjà. Premièrement, physiquement on peut pas. Maintenant sur le plan moral également, parce que ça se reflète en général. Donc tout à l'heure on disait perte de sens. Déjà sur le plan élémentaire, sur le plan même de l'identité, sur le plan même de l'humain, sur le plan même de l'intérieur de soi, sans même pas prendre en compte ni raison ni cœur, juste l'être qu'on est, on a déjà une première priorité. C'est d'abord soi, après les autres. Si je ne suis pas accompli moi-même, je ne pourrais même pas accomplir les autres. Mais commençons par moi-même. Dans ma dépression, je sais que je suis en dépression une fois que je l'ai vu. Mais si on m'a donné des lunettes qui ne me permettent de voir que des dépressions, lorsque je me regarderai moi-même dans une vision introspective, je ne verrai que des pressions sur dépression sur dépression. C'est normal. Donc comment savoir que je suis en dépression? Là, je parle à la génération d'aujourd'hui. Comment savoir que la génération d'aujourd'hui est en dépression? Comment la génération d'aujourd'hui peut se regarder elle-même dans le miroir et se dire « Putain, je suis en dépression ». Non. Pour le savoir, il faut le voir d'abord. Et qu'on donne des moyens justes et éthiques et moraux pour voir correctement. Et de ce point-là, lorsque je pourrais voir de manière neutre et de manière objective, tout en étant subjectif vis-à-vis de l'individu, là je pourrais admettre et je pourrais accepter si oui ou non je suis en dépression. Mais aujourd'hui tout est falsifié. Je viens de vous parler de l'abondance de surinformation. Comment avoir des lunettes qui voient net? Je viens de parler d'hyperconnexion. Comment être sûr de la qualité de l'information au vu de toutes celles qu'on possède vis-à-vis de tous les individus qu'on connaît alors qu'on n'est même pas censé connaître, étant donné que tout ce que je connais là aujourd'hui, je le connais depuis mon téléphone, depuis mon lit. Donc, dans cette démarche-là, je sais qui je suis. Pour ça, il faut que je me voie moi-même. J'ai une dépression. Dans ce cas, il faut que je sache que j'ai une dépression. Et pour savoir que j'ai une dépression, je dois me voir dans ma dépression. Et là déjà il y en a beaucoup qui sont plus en dépression. Parce qu'il y en a, ils vont se regarder, ils vont se rendre compte qu'ils ont 2 bras, 2 jambes, une raison pour réfléchir. Et à partir du moment où on sait qu'on peut se regarder soi-même et qu'on a les moyens de se regarder de soi-même, donc on a les moyens de se voir soi-même, c'est qu'on a les moyens de porter des lunettes pour se regarder soi-même et des lunettes qu'on arrive à établir comme étant neutres et qu'on arrive à rendre neutre, qu'on arrive à rendre objective et qu'on arrive à rester sur sa ligne droite pour être dans une démarche de conscience de soi et non pas conscience des autres. À partir de là, déjà, il y en a beaucoup qui ne se verront plus en dépression. Ils vont se dire, waouh, ok. En fait, la dépression, c'était ça, mais en fait, c'est pas ça.
On m'a menti sur toute la ligne. Techniquement, on m'a pas menti. On n'est pas venu me voir, on m'a dit, hey, génération, t'es en dépression. Non, c'est pas ça. C'est que l'environnement dans lequel j'ai grandi, les faits divers qui sont passés dans ma génération, ont fait que, en tant que génération, je me suis cru en dépression. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que la dépression c'est un concept qui est... Je dis pas que c'est un concept qui est faux. Je dis pas que c'est un concept qui est irréel ou qui n'existe pas, c'est pas ça. Des gens ont réellement besoin d'aide. Mais pour définir une aide, pour définir un médicament, il faut définir la maladie. Et le problème de la dépression, c'est que c'est quelque chose de psychologique. Et aujourd'hui, pas tout le monde a un bac plus 8 en psychologie pour définir si oui ou non il est malade. Il doit se mettre aux mains d'un psychologue. On sait qu'on est malade que par l'autre. Je sais qui je suis lorsque je vois l'autre qui me voit être malade. Sinon, quand on est en dépression, c'est pas quelque chose de physique. On se regarde pas dans un miroir, on se dit, je suis malade, non. Une dépression, c'est quoi? C'est que il y en a qui le vivent en étant triste. Il y en a qui le vivent en ne mangeant plus. Il y en a qui le vivent en étant joyeux toute la journée, mais quand ils rentrent chez soi, ils sont dépités. Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils sont bien chez eux, et dès qu'ils sortent dehors, ils sont pas bien. Donc, chacun vit sa dépression à sa manière. Maintenant, pour définir une aide, pour définir une solution, il faut définir la problématique. Et notre génération ne le fait pas assez. Notre génération, elle se concentre sur quoi? Notre génération, elle se concentre sur ça. C'est ça, notre dépression principale, elle est là, notre dépression. Tu te lèves un matin, beau soleil, dimanche, 9h, tu ouvres ton journal. Tu joues avec ton petit chat ou ton chien, t'as pas d'animaux, t'es pas tranquille. Tu joues à la play, je sais pas, tu veux dessiner, tu veux lire, tu veux écrire, tu veux te renseigner sur quelque chose. Voilà, tu veux sortir marcher dehors, t'as des arbres, des machins. Comment être en dépression? Tes parents sont morts, très bien, demain tu seras mort. Il faut parler français, à un moment donné, on va parler français. Les parents de tes parents sont morts. Les parents de tes parents sont morts. Ta mère t'a déjà abandonné dans sa facilité d'accepter une dépression? Non. Alors il y a le cas où certains si, mais je parle dans une globalité, dans une généralité. Les exceptions c'est plus complexe, et ces exceptions-là c'est eux qui ont réellement besoin d'aide. Parce que eux, lorsque je dis que la génération doit se regarder elle-même pour savoir si elle est vraiment malade, eux quand ils se regardent, ils ont plus d'éléments que nous pour savoir s'ils sont malades ou pas. Parce que quand t'as des gens qui sont morts, parfois par ta faute sans même avoir fait exprès, quand t'as des gens qui sont malades, tristes par toi, qui sont, voilà, où t'as beaucoup d'éléments et que tu te regardes et tu regardes tout ça, là t'as des raisons, qui te donnent raison de dire que je suis malade donc je suis en dépression. Alors que 90% des gens qui sont en dépression, c'est que de la pacotille, je suis désolé, il faut le dire. Parce que on vous donne une maladie, on vous assigne une maladie que vous n'avez même pas identifiée. Il faut déconstruire tout ça. Donc, le problème c'est que là j'étais un peu dans une atmosphère de moralisateur, mais bon. Sartre, lui par exemple, Camus, etc., ce sont des gens qui ont abordé une philosophie de le malaise né seulement lorsque le malaise existe seulement lorsque l'humain n'a pas d'horizon. Voilà. L'humain n'a pas de vision d'après, n'a pas de... Voilà. Mais le problème, c'est que pour visionner l'après, il faut déjà accepter le passé, il faut déjà visionner le passé, le conceptualiser, l'accepter, l'admettre. Voilà. Dans cette forme accepter, dans l'admission, admettre, tout comme l'adverbe, il y a le verbe, il y a l'adverbe, là il y a mettre et admettre. C'est qu'il y a une sorte de subordination, c'est que l'admettre, c'est bon, je mets, mais d'une position un peu, dans une position autre que la mienne. Dans le sens où je dois admettre, je dois accepter, bon, je réfléchis que je dois réfléchir correctement, donc je décide d'admettre que. Voilà, c'est ça la réflexion dans admettre. Donc, pour finir ce passage-là par rapport à, comme j'ai noté, le vide intérieur et le manque de sens, etc. Cette dépression-là, il faut vraiment la déconstruire et la reconstruire par soi-même, par nos éléments à nous. C'est pas les gens qui sont nés il y a 40 ans, il y a 50 ans qui vont nous donner des définitions de ce que vivent aujourd'hui les jeunes et ce que ressentent aujourd'hui, qu'ils n'arrivent même pas à exprimer. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont petits, ils sont sur leur téléphone et leurs écrans, ils ne savent même pas s'exprimer correctement. On a un manque de développement mais jamais connu par rapport aux générations précédentes, sur le plan physique, que sur le plan moral, que sur le plan éducatif, que sur le plan spirituel, n'importe quel plan. Il y a une vraie introspection à faire de la part de notre génération.
Donc tout ça, ça donne des dépressions qui sont cachées donc derrière l'humour, comme je disais tout à l'heure. Du coup, comme je dis, ce rôle d'introspection, il va aussi guérir autre chose. C'est ce manque. J'ai envie de dire ce problème identitaire. Alors, problème identitaire, pourquoi? Les questions de quel rôle jouer, qui être, qui devenir. Voilà, trop de choix, tue le choix, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et que, de par cette question de crise identitaire, du coup, il faut redéfinir les rôles. Quand je parle d'introspection, c'est que je dois faire une introspection pour établir si j'ai une maladie ou pas. Qu'est-ce que la dépression? Si je suis en dépression, très bien, mais il faut que je définisse moi-même ma propre dépression. Mais ma crise identitaire ne m'aide pas, parce que quel rôle je dois avoir? Est-ce que dans ma dépression, je dois être le malade qui se regarde soi-même? Est-ce que je dois être le guérisseur qui regarde sa propre maladie? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc là, c'est que sur le plan individu, sur le plan social, c'est encore beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'autres individus. Mais il y a une vraie finalité d'optimisme dans la guérison de la dépression, en commençant par l'introspection, et donc en commençant par, comme j'ai dit, je suis, donc je vois. Et donc en disant je suis, donc j'établis déjà un rôle. Voilà. Donc il faut que faut que toujours ça, tout part du mot être. Être. Tout part du mot être. L'essence même, être. Exister. Tout ça, tout ce champ lexical autour de être, c'est l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Parce que qu'est-ce que l'origine? On ne dit pas on ne dit pas ce que possède l'origine, on dit qu'est-ce que l'origine? L'origine, c'est le début du début. Et là, on rentre dans la notion de temps. Et la notion de temps, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'évidemment, si on aurait plus de temps, il n'y aurait plus de problème. Encore un autre débat, encore un autre sujet, j'ai pas envie de m'éparpiller. Restons sur la dépression. Voilà, donc c'est cette rupture-là encore une fois, donc là c'est un autre point, donc la rupture de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. Une vie qui va trop vite, notion de temps, encore une fois. La tête qui n'arrive plus à suivre, c'est sur le plan du temps, encore une fois. Donc j'ai envie de dire que ces sujets-là, vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire des vidéos. Et j'aime beaucoup parler, en tout cas pas forcément faire des vidéos, mais j'aime beaucoup parler. Et parmi ces choses sur lesquelles j'aime beaucoup parler, toutes sortes de débats, toutes sortes de sujets, il y a un truc qui me fascine, c'est l'espace-temps. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Je vais vous dire, très honnêtement. C'est que tout remonte toujours à ce sujet-là. Que je parle de politique, que je parle de spiritualité, que je parle de quelque chose de physique, que je parle de quelque chose de moral, d'éthique, d'humanisme, peu importe le sujet, je remonte toujours à la question d'espace-temps. Toujours autant. Et le temps l'emporte sur l'espace, en termes d'importance. Un espace n'existe pas sans temps. Un temps peut exister sans espace. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est incroyable parce que peu importe le sujet, je tombe toujours sur le temps. Toujours sur cette question-là de spatio-temporel, mais je vous épargnerai ça. Donc, la dépression, voilà, donc là j'ai coupé mon téléphone pour ne finir qu'avec moi-même. La dépression aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui mérite une réelle introspection, qui mérite une réelle reconstruction. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même pas un message de il faut, mais plutôt de je sais. Génération, tu as mal, je le sais. Génération, tu es pas bien, je le sais, pas de souci. Je disais la dépression des hommes est encore plus accrue parce que une femme déjà, par définition, est toujours plus accompagnée qu'un homme. Il suffit de voir le nombre de gens à la rue. Parce qu'on veut respecter la parité homme-femme, mais ça ne sera jamais le cas dehors. Ce que je veux dire, c'est que une mère, une sœur, une fille comptera toujours plus qu'un père, qu'un frère ou qu'un fils. Parce que l'homme, dans sa définition masculine, sait se débrouiller tout seul. Il sait se débrouiller tout seul. Savoir, c'est voir ce que l'on est. Il s'est vu être ce qu'il peut être. Il s'est vu être capable.
problème de dépression, comme j'ai dit tout à l'heure, on se fixe des objectifs, on n'atteint pas. Dans cette notion d'être capable, il n'a pas réussi, il n'a pas été capable d'atteindre ce niveau de capacité. Dépression. Une femme, non. Une femme n'a pas ce... Elle peut avoir des objectifs de capacité, elle peut se fixer justement des choses à atteindre, mais elle n'entre jamais dans ce devoir de capacité. Une femme ne doit pas être capable. Elle peut, mais ce n'est pas son devoir. Un homme doit être capable, c'est son devoir même par le fait d'être un homme. Une femme, elle naît en haut d'une montagne, son but n'est pas d'y descendre. Son but c'est de rester en haut. Sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éducation. Une femme par essence c'est quelque chose de très sacré, très... Mais après je rentre un peu dans ma réflexion personnelle, mais j'ai pas envie d'en parler, mais parce que le but c'est de rester quand même neutre et objectif. Mais une femme par essence c'est quelque chose qui se doit d'être accompagnée. Son devoir c'est de toujours rester accompagnée. Elle doit toujours être accompagnée. Un homme non. Un homme lui il va naître tout en bas de la montagne. Il se doit de monter tout en haut. Il se doit de réussir. Donc cette notion de dépression diffère déjà entre les deux sexes, mais déjà en intergénérationnel, la notion de dépression, il faut vraiment la prendre de manière, il va falloir la renouveler. Fini le temps où on nous disait ce que c'était la dépression. Il faut que la génération actuellement se regarde soi-même, se dise ok, c'est ça être en dépression. C'est pas un docteur qui va vous vendre des médicaments que l'État produit et qui leur fournissent des milliards d'euros de caisse par an qui vont vous dire ce qu'est la dépression. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Une victime du cancer sur 2 qui était hospitalisée meurt de son hospitalisation et non pas du cancer. Il y a plein de chiffres comme ça. Mais tout ça remonte toujours à ce que l'on est, ce que l'on n'est pas, à ce qu'on doit, ce qu'on ne doit pas, se rendre compte, se remettre en question ou se mettre en question. Et au final, le choix de faire ou le choix de ne pas faire. Donc voilà, moi je pense que je finirai sur ça. À chaque fois je dis ça, mais bon, je finis jamais. Ce que j'ai envie de dire, si je dois conclure par une phrase, je pense que la guérison de la dépression, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas en dépression. Voilà. La dépression n'est plus un problème. Regardez, dépression. Dépression. Ah, même là, le terme, on peut l'analyser. Dépression. Il y a une notion d'inverse de pression. Voilà. On a une capsule, décapsulée. On a une rive, on va dériver. Dépression. C'est-à-dire qu'à la base, on est censé avoir une pression. Est-ce qu'une pression, c'est mauvais ou pas ? Attention, l'État vous dit qu'il ne faut pas stresser, qu'il ne faut pas être en pression. Le stress est affilié au mot pression. Or, c'est pas le cas, c'est pas bon. Pourquoi avoir associé pression et stress ? À votre avis ? À votre avis ? Alors, une dépression, c'est pas bien parce que vous êtes triste. Dans le sens où, du coup, il faut être en pression. Le problème, c'est que quand on parle de pression à l'État, quand on parle de pression dans la santé, quand on parle de pression en psychologie, quand on parle de pression sur le domaine physique, c'est pas bien, parce qu'on est pressurisé. On a donné à une maladie, qui du coup est la dépression, un mot qui n'a même pas de rapport et qui n'a même pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même un minimum de pression. La pression, c'est pas quelque chose de mauvais. Le stress, c'est quelque chose de mauvais. La pression ne l'est pas. Si on n'a pas de pression, on est inerte, en fait, juste pour rappel. Si on n'a pas de pression de soi-même, si on n'a pas... Voilà, pourquoi on parle d'impression ? Avoir l'impression, et non pas être l'impression, avoir l'impression... Putain, il y a trop de choses à dire, il faut que je note. Avoir l'impression, au final, c'est vivre une pression qui nous est illusionniste, qui nous est irréaliste. Je vis une impression, donc j'ai une impression, donc je vis une pression qui n'est même pas réelle. Je suis dans la mauvaise pression en fait. Je suis à côté de la plaque. Là où je dis que je dois vivre une pression, c'est que quelle serait ma foi si j'aurais pas de pression ? Et là où je vous dis, il y a encore la notion de temps. C'est quoi la pression ? Pression, c'est
importance, valeur, dangerosité, force, tout ça, tous ces domaines-là, tous ces mots-là, rapportés sur le temps. Une pression musculaire, c'est un rapport de force par rapport au temps. Une pression au travail, c'est un rapport de stress par rapport au temps. Une pression des pneus, c'est la quantité d'air dans les pneus par rapport au temps. C'est ça la pression. Donc, avoir la bonne pression, il faut quand même une pression pour vivre. Un pneu qui n'a pas de pression, qui est en dépression, il n'est pas bon. Mais il faut déjà avoir la bonne pression. Tu remplis pas un pneu de gaz, il faut que tu remplis d'air. Tu vois, c'est ça que je suis en train de dire, c'est ça l'image. Je dis pas qu'il faut être en pression et sur pression, non, c'est que déjà il faut être en pression avec le bon truc de base. Il faut être en pression. On revient au sujet de soit être. Je ne dois pas avoir de pression. Je dois être en pression, mais pas être en dépression, ni être en surpression, ni même être en impression. Voilà. Donc, philosophiquement, je dois avoir un cheminement vers moi-même. On me dit que je suis en dépression, très bien. Dépression, donc je suis à l'opposé, le contraire de la pression. Mais pourtant, du coup, ça veut dire que la pression n'est pas bon. Ce n'est pas le sujet. L'État m'a donné une définition, la société actuelle m'a donné une définition de la pression qui n'est pas bon, qui est l'inverse de la dépression. Or, la pression amène à la dépression. Quelqu'un qui est trop en pression au travail bascule en dépression. Donc on n'est même pas sur le bon truc, il y a un juste équilibre à avoir. Dans ce juste équilibre à avoir, dans ce même mot de pression, c'est que je dois avoir un sentier, un cheminement encore une fois, de juste milieu encore une fois, qui doit m'éviter l'impression. Et on sait qu'une impression, c'est quelque chose qui est irréel. Une impression, c'est quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qu'on est. Une impression, encore une fois, c'est juste un rêve. Donc au final, la pression, par cette définition-là, donc par l'absurde de ce que n'est pas une impression, c'est la réalité. Je dois vivre ma réalité, je dois être ma réalité. Comme par hasard, donc là encore une fois on fait le lien par rapport à l'hyperconnexion, par rapport aux standards qu'on me donne, donc je dois, voilà, donc j'ai une impression en fait j'ai des standards, donc des objectifs qui sont positionnés lorsque je me fais influencer, je me rends compte, je me paye moi-même dans ce que je me suis dû, que tout ça c'était que des boutades et n'importe quoi, et donc je me rends compte de mon impression, se rendre compte de son impression. Ah, je me rends compte de mon impression. Ça veut dire quoi ? Je me dois payer mon dû créé à cause de mon impression, donc impression qui du coup n'était pas ma réalité. Donc c'est-à-dire je vivais ma réalité et je vivais ce que je n'étais pas censé être. Voilà, donc sur ce, bref. Donc, dans ce cheminement-là, donc voilà, donc ça c'était vraiment, je pense, la conclusion idéale par rapport à la dépression. C'est vraiment de reprendre dans le sens même de ce qu'est une dépression pour pouvoir non pas la combler mais réparer si déjà il y a quelque chose à réparer. Alors au final l'État, la société, c'est un peu comme le garagiste qui vous dit que votre voiture est malade. En fait vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas les lunettes pour pouvoir voir justement que votre voiture n'est pas malade et que votre voiture n'est pas à réparer. Elle est réparable, oui. L'État vous donne des médicaments, vous donne des psychologues, vous donne un suivi et vous donne une étiquette que vous êtes en dépression. Vous donne des symptômes. Le garage vous donne des symptômes comme quoi votre voiture est malade. Et au final, changer un filtre alors qu'il n'y a pas besoin de le changer, ça fait juste travail pour rien. Donc il n'y a pas de réel problème. Donc il y a une illusion de la réalité du problème. Pour ceux qui sont réellement malades, je les invite aussi à repenser leur maladie à eux-mêmes. Penser sa pensée. Penser sa maladie également. Voilà. Je sais pas si je dois faire une outro ou que dire, mais bon. C'était... Voilà.